Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Dans ce journal, la publication du bulletin économique trimestriel préparé par l'INSEE. L'impact de la crise est bien réel, mais il y a tout de même de beaux motifs d'espoir dans l'optique d'une sortie de crise. Reportage à suivre. Le président de la FEDEM sera également notre invité. Philippe Ortelli nous révélera de son côté, lui qui est en contact régulier avec les entrepreneurs monégasques, comment ces derniers traversent la crise secteur par secteur. Ce lundi marque le début de la Monaco Ocean Week. Plus d'une quarantaine d'événements au programme sur un format hybride à mi-chemin entre présentiel et distanciel, avec pour débuter la désormais traditionnelle Monaco Blue Initiative. Quelles menaces planent sur les mers et océans? Quelles solutions possibles? Le leadership de Monaco, autant de thèmes que nous évoquerons avec le vice-président de la Fondation Prince Albert II de Monaco, Olivier Vanden. Nous reviendrons aussi sur les temps forts sportifs du week-end et sur les concerts du Printemps des Arts, dont la programmation se poursuit jusqu'à mi-avril. Des chiffres contrastés, mais qui montrent que Monaco a négocié le virage de la crise avec prudence et une vigilance accrue en soutenant ses acteurs économiques. L'INSEE vient de rendre public le bulletin économique trimestriel portant sur la fin de l'année 2020. Reportage de Vanessa Dessy et Lionel Bernardi. Parce que l'économie de la principauté est très diversifiée et que le pays ne dépend pas que d'un seul secteur d'activité, certains domaines ont su garder le cap malgré la crise. Le système bancaire et le bâtiment, par exemple, ont très bien tenu le choc et continuent de performer. Les chiffres ne sont pas bons. Nous avons présenté ce matin le bulletin trimestriel du quatrième trimestre 2020. Nous disposons donc d'un bilan complet sur l'année écoulée. Ça n'est pas une surprise. Et quand je dis que les chiffres ne sont pas bons, il faut toutefois nuancer cette appréciation. Je dirais qu'ils sont contrastés. Et je pense qu'ils auraient été encore plus mauvais si le gouvernement monégasque n'avait pas pris au bon moment les bonnes mesures. En 2020, tous les indicateurs sont donc à la baisse par rapport à l'année 2019. Pour autant, un rebond est à noter sur la période estivale et en décembre. Dans un contexte marqué par une incertitude exceptionnelle, l'économie monégasque devrait tout de même connaître des meilleurs jours. On ne peut pas tellement se projeter sur 2021 et notamment sur ce premier trimestre qui est en cours parce que la dimension sanitaire de la crise reste déterminante pour l'activité. Mais on espère qu'effectivement on retrouvera des jours meilleurs en 2021 selon l'évolution de l'aspect sanitaire. Le déploiement de la campagne de vaccination, le chômage total temporaire renforcé, les mesures d'aide et d'accompagnement telles que la CARE devraient esquisser un scénario un peu plus optimiste dans un futur à moyen terme. Des chiffres qui font donc écho aux difficultés que rencontrent depuis de longs mois certains secteurs économiques, alors que d'autres parviennent à sortir la tête de l'eau. Et pour prendre le pouls de la situation, le président de la Fédération des entreprises de Monaco est notre invité. Bonsoir Philippe Ortelli. Bonsoir Patricia Navarro. Ce n'est pas une surprise, le dernier bulletin trimestriel de l'économie montre l'impact qu'a eu la crise sanitaire. Globalement, c'est aussi le bilan que dressent les acteurs économiques au contact desquels vous êtes très régulièrement. Absolument, avec des secteurs qui ont bien survécu, qui l'ont passé sans difficulté, et d'autres secteurs qui ont vraiment énormément souffert. Vous le savez naturellement, l'hôtellerie-restauration, surtout l'hôtellerie, tout ce qui est lié au tourisme et au congrès. Et à côté de ça, le bâtiment a bien travaillé, l'immobilier a bien travaillé. Donc c'est très varié en fonction des secteurs d'activité, mais la communication de l'INSEE est tout à fait juste. Vous avez évoqué ce secteur de l'hôtellerie du tourisme qui est en souffrance. C'est un motif d'inquiétude car c'est un élément très important de l'attractivité de la principauté. Bien sûr qu'il est très important puisque ce sont des milliers d'emplois qui sont en jeu. Pour l'instant, ils sont maintenus pour partie grâce au CTTR, mais, et on peut le comprendre, eu égard aux dernières nouvelles, le rebond de l'activité touristique mettra 3 ans, donc un certain nombre de plans ont été lancés, je dirais à la fois à l'SBM et aussi au Fairmont. Au bout du compte, on se rend compte que le dialogue social fonctionne bien puisqu'il y a très peu de licenciements contraints et beaucoup d'accords de départ volontaire. Maintenant, cette crise est comparable à celle de 2008. Ce qu'on peut dire, c'est que C'était là une Monaco crise financière. Tout à fait.
C'est une crise différente, mais dans son impact et ses conséquences, elle est du même ordre. Monaco a mis 3 ans pour s'en sortir en 2008. Nous sommes tout à fait conscients et confiants que notre économie et nos entreprises seront capables de rebondir de la même manière et de retrouver la croissance et la prospérité au fur et à mesure. Mais ça sera long parce que malheureusement en Europe, la partie vaccinale traîne énormément par rapport aux États-Unis, par rapport à d'autres pays du monde. Alors à l'inverse, vous l'avez dit, il y a des secteurs qui s'en sont sortis presque miraculeusement. Comment l'expliquez-vous ? Par un dialogue constructif, par exemple, je prends l'exemple du bâtiment, entre le gouvernement et ses différentes composantes et les membres du bâtiment. Il y avait des mesures de sécurité sanitaire à prendre. Les chefs d'entreprise les ont pris. On voit au bout du compte que, quoi qu'en disaient certains sur Facebook en avril, les ouvriers du bâtiment n'ont pas fini en réanimation à Nice. C'est encore une fois des fake news et des gens qui voulaient se faire voir, mais qui n'étaient pas capables de comprendre que nous sommes capables de protéger nos salariés. Et le dialogue qui a été construit avec le gouvernement a permis de redémarrer rapidement le bâtiment et d'avoir une année quasiment normale, malgré 1 mois et demi à 2 mois d'arrêt sur les chantiers. On l'a dit, la riposte du gouvernement a été rapide et exemplaire avec de nombreuses aides débloquées. Mais n'est-ce pas risqué aussi pour plus tard de maintenir aujourd'hui certains acteurs économiques sous perfusion ? Il ne faut pas se voiler la face. C'est une crise majeure. On a quasiment 10% du PIB en moins. Il est clair que des entreprises, pour l'instant, sont maintenues, mais on le voit avec les décisions qui sont prises par les gros acteurs. Les licenciements ont été mis en œuvre pour adapter la taille de l'entreprise à la nouvelle économie dans les secteurs qui sont touchés. Il vaut mieux, et nous le voyons aussi par rapport aux salariés, les maintenir en CTTR pendant plus d'1 an, sans contact dans l'entreprise. Il vaut mieux peut-être faire le deuil d'un emploi et se faire recruter dans d'autres secteurs d'activité où là, il y a du travail, il y a de la demande. Donc, en fonction de ce qui se passe aujourd'hui, Monaco a toujours su s'adapter à l'environnement extérieur. Monaco est ouvert sur le monde. On le voit dans les statistiques qui viennent d'être publiées. Il y a toujours d'énormes échanges avec le monde entier. C'est à nous de nous adapter, mais ne pas nous voiler la face. Oui, on protège nos salariés. Oui, on protège les entreprises. Maintenant, il y a un moment donné, il faut s'arrêter et faire atterrir celles qui ne peuvent plus de toute manière survivre pour protéger par contre celles qui sont notre cœur d'activité. Il a fallu s'adapter pendant cette crise. Est-ce que le télétravail a permis de sauver en quelque sorte des emplois et est venu en soutien de l'économie ? Le télétravail ne sauve pas des emplois. S'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Il ne faut pas croire que le télétravail sauve des emplois. Le télétravail a permis de protéger les salariés en les faisant venir moins. La position de la fédération patronale est très claire. Il faut trouver un équilibre entre la présence physique dans l'entreprise qui est indispensable, même humainement, vis-à-vis de la relation à l'entreprise et à son sentiment d'utilité pour faire quelque chose. Nous estimons qu'il faut à peu près 50-50% de télétravail et 50% de présence dans l'entreprise. Et au-delà, c'est quelque chose qui était un outil supplémentaire pour que les entreprises continuent à pouvoir travailler en protégeant la santé de leurs salariés, tout en trouvant, en répondant aux besoins de nos clients d'une manière nouvelle grâce aux technologies de l'information qui ont permis de télétravailler assez rapidement. Philippe Ortelli, le patron des patrons, président de la Fédération des entreprises de Monaco, était notre invité. Merci. Merci Patricia, bonne soirée. Ouvrons une page consacrée à la protection des mers et océans avec la Monaco Ocean Week qui se déroule jusqu'à vendredi. Avant de recevoir le vice-président de la Fondation Prince Albert II de Monaco pour nous en parler, je vous propose de découvrir ce reportage de Fabien Bonilla et Sylvain Péroumal sur la Monaco Blue Initiative qui a marqué le début de cette semaine au service des océans. Cela s'est passé au musée océanographique en présence du Prince Albert II. La 12e édition de la Monaco Blue Initiative. Cet événement stimule les échanges entre les scientifiques, les grands décideurs, les représentants d'ONG ainsi que le secteur privé. Le but, analyser et promouvoir les synergies entre la protection du milieu marin qui en a besoin et le développement socio-économique. Les discussions permettent généralement d'élaborer des recommandations à l'intention des décideurs et ainsi favoriser la mise en œuvre de solutions durables.
Cette 12e est importante puisqu'il y a une évolution. Et peut-être que la pandémie nous fait remarquer que finalement l'océan est très proche de nous. Quand tout est loin, quand on ne peut plus se déplacer, eh bien on pense à l'océan qui quelquefois paraît très, très loin et on se rend compte qu'un océan en bonne santé est essentiel pour notre vie quotidienne, pour la vôtre, pour la mienne. Ce n'est pas une idée éthérée, lointaine, et donc on travaille là-dessus. Une 12e édition dans un format hybride, mi-présentiel et mi-digital, avec des personnalités au musée océanographique tels que le Prince Albert II ou encore, par exemple, Sylvie Goulard, sous-gouverneur de la Banque de France. D'autres étaient présents par le biais des nouvelles technologies, comme le ministre français des Affaires maritimes, Annick Girardin, ou encore John Kerry, ancien secrétaire d'État et envoyé spécial sur le climat par le président américain. Comme John Kerry a dit, on ne peut pas résoudre la crise du climat sans prendre l'océan en compte. Et depuis 100 ans, Monaco a très bien fait souligner l'importance de l'océan et on va y arriver ensemble, seulement ensemble. Aucun pays ne peut résoudre ça eux-mêmes. Au programme de cette journée, 3 tables rondes, si l'on peut dire, sur des thèmes allant des négociations internationales pour une meilleure gouvernance des océans, les enjeux océaniques au sein des entreprises ou encore le rôle du secteur financier dans ce que l'on appelle l'économie bleue. La semaine des océans organisée en principauté, la Monaco Ocean Week, a donc été ouverte par la Monaco Blue Initiative qui, coïncidant cette année, est tombée le lundi 22 mars, journée mondiale de l'eau. Et si la crise a eu pour effet de faire passer de nombreuses thématiques au second plan, il n'en reste pas moins qu'à Monaco, donc la mobilisation reste intacte au service des océans. Le vice-président de la FPA2 est avec nous. Bonsoir Olivier Venden. Bonsoir Patricia Navarro. Vous avez tenu coûte que coûte à maintenir cette Monaco Ocean Week. L'urgence de la situation impose que la cause des océans reste une priorité que même la crise ne doit pas faire oublier. C'est vrai que nous avons vécu une première année de pandémie de Covid assez tragique d'un point de vue crise sanitaire, crise économique et sociale. Mais il était important, là encore, de ne pas opposer santé et environnement. Et donc il a été assez naturel pour nous de concevoir, il y a déjà quelques mois, le maintien de la Monaco Blue Initiative qui se déroule en ce moment et de la Semaine des océans, la Monaco Ocean Week, fin mars. Comment allez-vous contourner les difficultés inhérentes au contexte sanitaire ? Alors là encore, grâce à la pandémie, le développement de la technologie nous permet de prévoir des événements hybrides, si ce n'est totalement virtuel. Donc hybride en accueillant dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur en principauté, dans la très belle salle de conférence du musée océanographique, eh bien, les invités locaux, quelques invités qui nous ont fait l'honneur de nous déplacer depuis Paris pour la Monaco Blue Initiative. Et puis pour les différents événements qui vont ponctuer la semaine, une plateforme internet qui est accessible au monacooceanweek.org et qui permet en temps réel de se connecter aux différents événements publics. Le coup d'envoi de cette Monaco Ocean Week, on l'a vu dans le reportage de Fabien Bonilla, a coïncidé avec la Monaco Blue Initiative et ce message de John Kerry. C'est une preuve, s'il en fallait une, de la force et de la reconnaissance du leadership de Monaco en matière de préservation des océans. Incontestablement, la Monaco Blue Initiative qui a été inaugurée il y a déjà 12 ans par le prince de Monaco. Rappelons que le prince de Monaco était un des précurseurs avec John Kerry à l'époque pour faire que les océans rentrent de plein droit sur la scène internationale et soient totalement inscrits à l'ordre du jour des grands rendez-vous internationaux au même titre que les questions climatiques. Je rebondis d'ailleurs, le discours de ce matin de John Kerry a bien rappelé que climat et océan étaient bien deux aspects d'une même question. Et je crois que depuis la crise du Covid, en tout cas c'est l'espoir que nous avons dans l'esprit des décideurs, du grand public et du secteur privé, et nous y reviendrons certainement plus tard, eh bien il y a une prise de conscience qui fait que la santé humaine, la santé des hommes, ne peut être évaluée sans réfléchir à la santé animale et à la santé environnementale. Olivier Venden, difficile d'être exhaustif tant le programme est encore chargé cette année, mais s'il ne fallait retenir que quelques exemples de temps forts de cette Monaco Ocean Week, lesquels seraient-ils ?
Il y aura une grande journée demain sur la sensibilisation, la médiation, sur les questions scientifiques et les questions océanographiques. Il y aura également mercredi et jeudi des rencontres, des échanges sur la finance bleue et la présentation donc, de différentes start-up d'innovation technologique qui permettent d'aborder notamment la question des pollutions plastiques et des nanoparticules de plastique qui infiltrent nos océans et la chaîne alimentaire. Il y aura également vendredi un temps attendu fortement par la population qui est la rencontre avec Boris Herman, donc de retour du Vendée Globe, qui pourra nous faire donc une présentation alliant exploits sportifs et puis enjeux environnementaux. On sait que les mers et océans souffrent de nombreux maux, mais quelles sont les menaces les plus graves auxquelles ils doivent faire face ? Alors oui, les tensions malheureusement n'ont pas cessé sur les océans et ont même tendance à se renforcer. Nous pensons principalement au plastique. Les derniers chiffres donnent le tournis, donnent le vertige, avec 5 000 milliards de morceaux de plastique qui flottent dans nos mers et océans, ce qui représente peu ou prou 250 000 tonnes de plastique, ce qui est assez difficile à concevoir. Donc les pollutions, notamment plastique, mais aussi hydrocarbures. La surpêche. Se pose également le défi du tourisme, du transport maritime. On est quand même dans des proportions très très élevées puisque 90% du transport international se fait par voie maritime aujourd'hui. Quelques chiffres encore, malheureusement, mais 10 millions de requins sont tués chaque année, des centaines de milliers de mammifères marins, de tortues de mer, mais aussi d'oiseaux disparaissent aussi chaque année, bien souvent à cause de la pêche industrielle. Donc pêche, plastique et pollution sont les défis clairement majeurs auxquels s'ajouterait la gouvernance des espaces en haute mer qui ont fait l'objet de très nombreuses discussions et je repense à John Kerry qui nous avait fait l'honneur l'année dernière de se rendre en principauté à l'invitation du souverain pour participer à une discussion informelle sur la haute mer, un des enjeux majeurs de gouvernance aujourd'hui. Donc cette thématique de la gouvernance et de très nombreuses menaces, vous l'avez dit, mais quelles sont les solutions aujourd'hui? Y en a-t-il? Je dirais tout d'abord des mécanismes financiers innovants qui allient public-privé. Vous connaissez très bien en principauté le Medfund, qui est ce fonds fiduciaire destiné à renforcer et pérenniser les aires marines protégées de Méditerranée. Je pense aussi à l'initiative BIMED, Beyond Plastic in the Med, qui vise à résorber les sources de pollution plastique en Méditerranée, avec notamment le développement d'un club d'entreprises engagé sur cette thématique. Et puis plus récemment, la constitution d'un fonds, le Global Fund for Coral Reef, qui a été lancé à l'initiative de la Fondation Prince Albert II de Monaco en partenariat avec la Paul Allen Foundation aux États-Unis, qui est un fonds innovant parce qu'il allie la philanthropie plus traditionnelle à de l'impact investment, ce qui veut dire que les entreprises qui viendraient abonder à ce fonds pourraient en attendre un retour sur investissement. Et 6 projets dans le monde ont déjà bénéficié de son soutien. Voilà, donc autant de notes d'espoir. Olivier Wenden, merci d'avoir été notre invité au premier jour de cette Monaco Ocean Week. Un plaisir, Patricia Navarro. Les autres grands titres de l'actualité du jour avec vous, Alexandra Pani, et de bonnes nouvelles pour commencer. Bonsoir. Bonsoir Patricia, on ouvre ce point info avec effectivement une belle victoire de la Rocket Team sur le parquet de Cholet samedi soir. Les Rouges et Blancs se sont imposés 87-76, 11e victoire consécutive en Jeep Elite et une première place confortée avant cette semaine européenne. Mardi soir, les joueurs de Coach Z affronteront à domicile les Monténégrins de Podgorica pour les quarts de finale d'Eurocup. En mer, Giovanni Soldini vient de s'adjuger un nouveau record. Il y a quelques semaines, il battait le record entre Monaco et Saint-Tropez. Cette fois-ci, l'Italien s'est emparé du record de la traversée entre la Principauté et Porto Cervo en Sardaigne, avec 2 minutes et 47 secondes d'avance sur le précédent record, alors détenu par le Britannique Brian Thompson. Le Multi 70 Maserati s'était lancé à 1h18 du matin dimanche et a finalement rallié la Sardaigne en 7h50 et 44 secondes. Un déménagement à signaler pour le centre de gérontologie. Effectivement, le centre change de quartier, fini le boulevard du Jardin Exotique. Les nouveaux locaux se trouvent à présent au 18 rue Princesse Florestine, à la Condamine. Le centre de coordination gérontologique est une structure médico-sociale qui accompagne les personnes âgées de plus de 60 ans en perte d'autonomie physique ou cognitive qui résident à Monaco.
Des travaux pouvant impacter la circulation aux abords de la principauté sont en cours du côté de la Turbie. Vous l'avez peut-être remarqué en voulant accéder ce matin en principauté par les entrées situées à l'est de la ville. Le département des Alpes-Maritimes effectue de gros travaux pour créer un giratoire sur la Grande Corniche au niveau du Vista Palace à Roquebrune-Cap-Martin. La circulation est donc interdite dans le sens La Turbie vers Menton à compter d'aujourd'hui et jusqu'au 12 avril inclus, 24 heures sur 24. Une déviation est mise en place par la route de Beausoleil, route départementale 53, via la Moyenne Corniche en direction de Menton. Attention, il ne sera pas possible de remonter la Moyenne Corniche par la bretelle du Vista Aero pour prendre l'autoroute vers Menton. Et pour finir ce point sur l'actualité, vous revenez Alexandra sur le bilan des contrôles aux frontières de ce week-end. Oui, Patricia, ce sont tout de même 3442 véhicules qui ont été contrôlés ce week-end, dont 256 refoulés. À la gare, il y a eu 244 contrôles et 10 personnes refoulées. Un restaurant a été verbalisé ainsi que 4 clients qui ne sont ni résidents ni travailleurs en principauté. Le programme du Printemps des Arts était dense ce week-end entre du théâtre musical et une masterclass et un concert du pianiste Bertrand Chamaillou. Récit de José Sacré sur des images de Serge Prémont et Sylvain Péroumal et au son Clélia Renaud. Samedi 20 mars, le public et les artistes, des artistes du Printemps des Arts de Monte-Carlo, se sont retrouvés ensemble sur la scène du Sporting Monte-Carlo pour Snow on Your Lips, une création commande du Printemps des Arts de Monte-Carlo, un monodrame pour une performeuse, 2 instrumentistes, 3 poupées, 4 manipulateurs, des objets électroniques et de la vidéo. Un spectacle de théâtre musical composé, conçu et mis en scène par Sébastien Rivas. Je suis parti d'une œuvre de Hans Bellmer, qui était un sculpteur surréaliste et qui avait créé une poupée et démembrée, enfin pas démembrée, dont ses membres étaient démultipliés, et qui a écrit un petit livre qui s'appelle Petite anatomie du désir, qui parlait un petit peu de la façon dont le désir se construit autour d'objets qui peuvent être des bouts de corps. Et de là m'est venue l'idée de vouloir faire comme un scan de l'histoire de l'art, de la peinture italienne. Ça commence avec, peut-être on ne le perçoit pas, mais ça commence avec le Caravage. C'est l'histoire d'une femme qui cherche à se libérer de toutes ces représentations de la femme qui lui sont affublées et desquelles toute personne doit à un moment se singulariser pour trouver sa propre voix. Le même jour, samedi 20, à l'auditorium Régnier 3, le prodige du piano Bertrand Chamaillou donnait une masterclass à des élèves de l'Académie de musique Régnier 3. C'est très important pour les jeunes étudiants d'avoir des avis différents, des avis en plus d'interprètes très importants. Parce que tous ceux qu'on a invités, tous les grands interprètes qu'on a invités ont toujours accepté de faire ces masterclass. On n'a jamais eu un seul refus. Donc c'est un échange très important et vous avez remarqué qu'il y a du public. Très jeune, j'ai toujours été extrêmement doué, moi. Ça marchait tout seul, tout allait très bien. Et quand j'ai commencé ma carrière, j'ai eu je pense peut-être un peu le revers de la médaille de ce côté ultra facile. J'ai eu une espèce de passage à vide, de doute, et même un passage où ça n'allait vraiment pas bien, où j'ai eu des blocages même techniques. En tout cas, le fait pour moi d'avoir dû traverser cette épreuve m'a amené à formuler des choses, à pouvoir les verbaliser. Et le fait de m'en sortir comme ça, aussi grâce à l'aide de quelqu'un, je dois dire, qui m'a donné des pistes pour m'en sortir, je me dis que je dois aussi partager ces expériences. Et ces difficultés m'ont amené en tout cas à pouvoir, je crois, aider en tout cas certains jeunes qui sont pleins de doutes, qui arrivent dans ce monde musical comme dans une espèce de forêt dont on ne connaît pas la sortie. Donc pour moi, c'est même pas, je veux dire, je consacre un peu de mon temps, non. J'aimerais en consacrer encore plus à l'enseignement si je le pouvais, et j'espère que dans les années futures, je le ferai. Dimanche 21 mars, à l'Opéra de Monte-Carlo, Bertrand Chamaillou a interprété l'intégralité des célèbres années de pèlerinage de Franz Liszt. Les années de pèlerinage, c'est peut-être son cycle qui traduit le plus l'ensemble de sa vie, puisqu'il a commencé très tôt. Les premières esquisses, ça parle beaucoup de sa fuite avec Marie Dagout en Suisse et en Italie. Donc ça parle de sa jeunesse et ça accompagne toute sa vie avec la troisième année qui est vraiment la période tardive. On a vraiment un grand voyage au cœur de la production lisztienne et de ce personnage.
Un point enfin sur les prévisions météo pour la journée de mardi. Avec l'arrivée du printemps ce week-end, nous espérons que vous allez nous annoncer des températures plus clémentes, Alexandra. Des températures qui remontent un petit peu effectivement, avec 7 degrés d'annoncé le matin et 13 degrés dans l'après-midi, mais un ciel encore en demi-teinte. Beaucoup de nuages de prévus pour la journée de mardi, un ciel couvert sur l'ensemble de la journée. Le soleil se lèvera à 6h27 et se couchera à 18h46. Patricia, en ce 23 mars, nous fêterons les Victoriens. Ce journal s'achève. Merci de nous être fidèles. Nous nous quittons avec des photos prises lors de l'ouverture de la Monaco Blue Initiative par Mickaël Alési. Je vous donne rendez-vous mardi à 19h pour une nouvelle édition sur Monaco Info, bien sûr. Très belle et douce soirée à tous.